Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, collègues. Il s'agit d'abord, remercions ceux qui ont déposé cette résolution parce que nous allons pouvoir parler de ce GEFTA et sinon, c'eût été totalement impossible et donc c'est normal qu'on le dise et qu'on dise aussi qu'on peut se reconnaître dans un certain nombre de propos comme ceux qu'a tenus il y a un instant Marielle de Sarnez. Mais mettons d'abord la chose à sa place dans son ampleur. Il s'agit d'un accord qui touche un tiers de l'économie mondiale, 40% des échanges mondiaux. Il affecte 600 millions de personnes. C'est le plus grand accord de libre-échange qui ait jamais été signé. C'est donc un événement qu'il faut apprécier dans toute son intensité. Alors vous dites c'est en soi un projet de société. En effet, et c'est un projet déjà sur lequel je veux dire franchement que nous nous sentons en opposition totale. Non, le libre-échange n'est pas, à notre avis, l'avenir de l'humanité. Nous croyons au contraire que le libre-échange provoque un nivellement par le bas de toutes les conditions sociales, de toutes les conditions environnementales, parce que dans le système de l'économie capitaliste, c'est évidemment ceux qui coûtent le moins cher qui trouvent le marché le plus étendu, quand bien même ce moins cher inclut destruction de l'environnement et souffrance des êtres humains. Ce n'est donc pas un complot, c'est une logique interne au système lui-même qui conduit à faire du libre-échange cette machine à malheur. Et dans ces conditions, je réaffirme que notre point de vue, celui du programme L'Avenir en commun, c'est le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire la renégociation bilatérale qui permet d'établir ce qui est bon pour l'un et l'autre peuple en fonction des capacités de production et des aptitudes particulières de chacun des peuples. Autrement dit, il ne s'agit pas de nier le mouvement historique qui a conduit les peuples à leur différenciation, mais de prendre appui sur cette différenciation pour en faire un point de départ de coopération et non pas de compétition généralisée. Nous accusons l'accord GEFTA d'être l'organisation d'une nouvelle forme de compétition absolue qui sera dévastatrice pour l'environnement et pour les droits sociaux. Je vais essayer de le démontrer aussi rapidement que je le peux. En attendant, si nous mettons en regard l'extraordinaire importance du contenu de cet accord et les moyens qui ont prévalu à la prise de décision, alors c'est consternant. Pourquoi ? Le mandat de négociation avec le Japon a été établi en 2012, il y a plus de 6 ans. Il n'a jamais été rendu public. Ainsi, on a négocié sans qu'on sache de quoi ni comment. Et pour terminer, alors même que le gouvernement français, le nouveau gouvernement français, le nouveau président français, venait de dire que l'Europe tomberait définitivement malade du secret si on continuait comme on l'avait fait. Il avait dit, si on refait CETA, alors la catastrophe est garantie. Pourquoi refait CETA ? Ce n'est pas les Canadiens notre problème, c'est le contenu du CETA. Et surtout le fait qu'il n'a jamais été possible d'en discuter non plus. Et que le mandat était non seulement inconnu, mais secret, et que les parlementaires européens ne pouvaient entrer dans la salle où se trouvait le texte du CETA qu'à la condition de n'y venir sans stylo, sans appareil photo, sans reproduire les textes, et d'avoir seulement le droit à un crayon de papier. C'était absolument incroyable. Ça a été la même situation pour le TAFTA, accord avec les États-Unis d'Amérique, qui n'empêchait pas les États-Unis d'Amérique de nous espionner hardiment, qui faisait qu'à la fin, tout le monde savait ce qu'il y avait dans le mandat, sauf les parlementaires européens. Quand je dis de nous espionner, je n'accuse pas, je ne calomnie pas, c'est en fait. Et à l'époque, d'ailleurs, le président Hollande avait dit que puisque c'était comme ça, on interromprait les discussions du TAFTA. Mais comme le président Hollande n'a jamais eu de suite dans les idées, il n'a naturellement pas fait appliquer cette suspension de négociation. En attendant, le GEFTA s'est décidé dans le secret. Et ce gouvernement, qui avait pris des résolutions qui semblaient être de bon sens, quand un accord d'une extrême importance arrive, la grande nation que nous sommes a son mot à dire. Eh bien, que se passe-t-il par une délibération de mai 2018, donc antérieure à la délibération de la Cour de justice européenne qu'a évoquée tout à l'heure mon collègue Hutin ? C'est par une délibération de mai 2018 du Conseil de gouvernement. Tout le monde le sait ici, le Conseil de gouvernement, cette espèce de Sénat supranational qui prend les décisions intergouvernementales pour l'Europe. Le Conseil, nous sommes représentés en tant que gouvernement. Le Français a voté que les autres. Que quoi ? Qu'a-t-il voté ? Que dorénavant, on ne discuterait plus les accords de cette nature de libre-échange dans les parlements nationaux.
Alors arrêtons de croire que quelque chose nous serait tombé du ciel sans qu'on n'ait jamais rien eu à dire. Non, on a eu à dire, et à ce moment-là, la France a dit, bon d'accord, on n'en parlera pas. Et vous avez vous-même relevé qu'à l'aberration, ça finit par être. À la fin, de quoi parlons-nous? Puisque nous n'avons pas le droit de parler au fond. J'ai parlé de bavardage à propos du contenu du texte sur les questions environnementales, mais une méchante langue pourrait dire que nous sommes en train de faire exactement ça, un bavardage, puisque de toute façon, ça n'aura aucune conséquence. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions. Et même, d'une certaine façon, le seul fait d'accepter d'en débattre dans de telles conditions peut passer comme une forme de capitulation. Je voudrais, après vous avoir montré l'écart qu'il y a entre l'ampleur du projet et le secret qui l'a entouré, quels autres problèmes il soulève. Pas seulement celui de nos démocraties. Il pose le problème du contenu. Ce texte ne contient aucun argument contraignant sur les questions écologiques. Elles sont pourtant de la première importance. La Fondation Nicolas Hulot, en relation avec le caractère libre-échangiste fondamental de ce texte, a dit que c'était le texte le plus écocide qui ait jamais été signé. C'est une accusation d'une extrême gravité. On dira qu'elle est forcée, mais voyons au moins de quoi elle parle. Comment se fait-il que nous ayons un accord avec nos partenaires japonais sans évoquer une seule fois devant eux, par exemple, la question de la biodiversité, et dans la biodiversité, par exemple, la question de la pêche à la baleine? Nous sommes pour qu'on cesse de pêcher ces mammifères, n'est-ce pas? Et pour mieux dire, de les assassiner. Eh bien, il n'en est pas été question une seule seconde. Et donc, nous allons valider un accord dans lequel nous reconnaissons que notre partenaire a le droit de continuer à faire ce que toute la législation internationale condamne. De la même manière, les bois. Je prends des exemples très pointus pour que notre Assemblée comprenne qu'on est entré quand même dans les détails de l'analyse de ce qu'il y avait dans ce texte. Les bois, le trafic des bois illégaux, il se trouve, je ne veux pas jeter une pierre particulière sur nos amis japonais, qui n'y sont d'ailleurs pour rien, parce que le japonais qui est dans la rue, il n'est pas au courant. Mais enfin, une large part du trafic du bois illégal transite par ce pays. Tant et si bien qu'avec un accord de libre-échange, nous serons complices, sauf à analyser chaque chargement qui contiendrait du bois pour observer qu'il contient du bois illicite, ce que personne ne fera. D'ailleurs, quand bien même voudriez-vous le faire, que vous ne le pouvez pas, puisque un conteneur seulement sur 1000 est contrôlé à l'arrivée dans nos ports. Voilà des exemples. Et après, je viens sur la question sociale. Oui, la question sociale, parce que chaque fois qu'on abaisse le niveau de protection, eh ben, on donne un encouragement, on donne une prime à celui qui pratique la protection la plus basse. La question sociale, je l'aborde sous l'angle des conventions internationales que le Japon n'a pas signées. Et pourquoi l'acceptez-vous? Le Japon n'a pas signé la Convention internationale sur le travail forcé. Enfin, c'est quand même pas rien. Eh bien, on signe quand même la Convention internationale sur les discriminations, qui pour nous Français a quand même, et pas que pour nous, un certain sens. Rien, on ne l'a pas signé. Et que faisons-nous à la sortie? Tout va bien, on continue. C'est pas grave. Nous allons faire un riche accord de libre-échange et nous sommes contents parce que nous allons pouvoir manger des cochonneries des deux côtés produites dans des conditions qui ne sont pas acceptables. La ligne générale d'une nouvelle organisation de la société, c'est la relocalisation maximale des activités. C'est ça qui est le plus écologique. J'ajoute que si vous croyez que durera toujours la situation qui permet de faire passer de tels navires, qui transportent de telles quantités, parce que ça n'est qu'à ce prix qu'il y a une possibilité d'établir des échanges commerciaux aujourd'hui, vous vous trompez. Les événements exceptionnels sont à des vagues de 40 mètres. Elles étaient autrefois à 20 mètres. Ne nous mettez pas dans la main de situations que vous ne pourrez plus contrôler d'ici peu. Je vais achever en vous disant que je ne peux pas accepter que dans votre texte, vous disiez de cette résolution, je le dis amicalement à nos collègues, vous dites « Nous espérons qu'il y ait des tribunaux d'arbitrage prévus par le CETA ». Comment? De quoi? Des tribunaux d'arbitrage, quels qu'ils soient, sont mauvais. Pourquoi le droit de la finance serait-il différent du droit commun qui s'applique dans chacun de nos pays? Alors, peu nous chaud que ce soit tel ou tel type de tribunal. Pour l'instant, nous avions des tribunaux peuplés de gens qui sont tous d'accord et qui ont conclu à la fin que l'Allemagne était condamnée à payer 1 milliard parce qu'elle abandonnait l'énergie nucléaire, que les Australiens ont été condamnés parce qu'ils interdisaient la cigarette, que les Italiens ont été condamnés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse des forages à moins de 2000 de leur côte, etc., etc. Voilà ce que sont ces tribunaux. Ils donnent un droit particulier à ceux qui ont de l'argent, qui ont des lois à part et des tribunaux à part. Eh bien, nous sommes contre. À plus forte raison si c'est des soi-disant tribunaux du type CETA. Et alors,
comme c'est curieux, vous proposez qu'on fasse ça juste au moment où, comme c'est bien, la Commission le propose aussi, et a décidé d'établir des tribunaux qui, dorénavant, seront permanents et dont on aura choisi les membres. Non, non et non. On ne peut pas accepter ni la Convention, parce qu'elle organise le dumping social, parce qu'elle organise un libre-échange échevelé, parce qu'elle organise le dumping et environnemental. Et on ne peut pas accepter de voter un texte dans lequel on dit que le capital aurait des droits différents de ceux des peuples. Merci.